Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Osra Messaï, directrice scientifique de la Fondation Arthritis, et je suis heureuse de vous accueillir dans ce premier webinaire Arthritis, votre nouveau rendez-vous Sciences et Santé. Pour rappel, la Fondation Arthritis est la première source de financement privé qui accompagne l'émergence et la valorisation d'une recherche française de qualité sur les maladies articulaires. Elle finance la recherche aussi bien sur les causes de ces maladies, le diagnostic précoce et les traitements innovants de ces maladies qui peuvent être handicapantes aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Et une des missions de la Fondation Arthritis est de soutenir une recherche d'excellence sur les RMS, mais qui a aussi le potentiel de traduire rapidement en bénéfices pour les patients. Afin de mieux répondre à cette mission, et pour la première fois, nous avons lancé en 2021 l'appel à projet Programme labellisé Arthritis. Cet appel à projet est destiné à apporter un soutien financier significatif et pluriannuel pour des projets de recherche ambitieux, aux retombées rapides et concrètes. Notre premier lauréat de cet appel à projet est le professeur Ulrich Menzer. Il est professeur de pédiatrie à l'Université Paris-Cité et à l'hôpital Robert Debré. Il est coordinateur du Centre de référence des rhumatismes inflammatoires et des maladies auto-immunes systémiques rares de l'enfant à l'hôpital Robert Debré. Et il est également chercheur sur les arthrites inflammatoires au Centre de recherche sur l'inflammation et à l'Institut Pasteur de Paris. Son projet porte sur le rôle du microbiote dans l'arthrite juvénile idiopathique de l'enfant. Il sera notre invité de ce premier webinaire. Et avant de donner la parole à Marion Mathieu, qui va nous présenter et nous expliquer le microbiote, je tenais à remercier notre fidèle mécène Clarence, qui nous met aujourd'hui à disposition ce studio. Merci. Alors Clara, est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce que tu connais ce que c'est que le microbiote? Non. Pas du tout. Aucune idée. Non, zéro, je sais pas du tout. Le micro quoi? Microbiote? Non. Non, pas du tout. Microbiote. Et c'est un milieu avec plein de... je sais pas. Ah, c'est C'est un microbe ou c'est dans la... de petits animaux comme du plancton baignent, je crois. Je sais pas, c'est des plantes, non? Je sais pas, c'est la chirurgie, ça, non? Après biote, je sais pas, biotechnologie. Les herbes pour la santé ou des trucs comme ça, non? Microbiote? Ça a l'air petit, ça a l'air vivant. Des molécules, des insectes, des bactéries. C'est l'ensemble des micro-organismes vivants, non? Alors moi, monsieur, je suis dans un état second parce que je viens de fêter mon départ à la retraite. Je suis à la retraite ce soir. Alors les microbiotes... Bonjour à toutes et à tous. Alors le microbiote, on en entend tous parler très régulièrement, que ce soit dans la presse grand public, sur Internet, lors d'émissions de télévision ou à la radio. Mais comme on vient de le voir à l'instant lors de cette vidéo, cette notion reste encore assez mal connue d'une majorité de personnes, même sur un campus universitaire comme celui de Marseille-Lumini, lors de ce micro-trottoir sur cette vidéo. Alors le microbiote, de quoi s'agit-il ? Comment les chercheurs l'analysent-ils? Quel est le lien entre le microbiote et des maladies chroniques comme les rhumatismes inflammatoires chroniques? Peut-on agir dessus? Quelles sont les pistes thérapeutiques? Voici autant de questions et d'autres encore que nous souhaitons aborder avec vous lors de ce webinaire. Et nous illustrerons aussi nos propos par un exemple de recherche sur le microbiote dans le cadre de rhumatisme inflammatoire chronique, projet financé par la Fondation Arthritis. Alors pour commencer, qu'est-ce que le microbiote humain? En fait, le microbiote, c'est l'ensemble des microbes, qu'on appelle aussi micro-organismes, parce qu'il s'agit d'organismes microscopiques qui sont hébergés par notre corps humain. Il s'agit essentiellement de bactéries, mais on retrouve aussi des virus et des champignons microscopiques. Où est situé ce microbiote humain?
On va le retrouver en fait au niveau de toutes les interfaces entre notre organisme et l'environnement extérieur. Alors bien sûr, il y a beaucoup de microbes qu'on retrouve à la surface de notre peau, mais on le retrouve aussi au niveau de ce qu'on appelle des muqueuses et essentiellement les muqueuses respiratoires, donc au niveau des poumons, au niveau des muqueuses digestives, donc tout le long du tube digestif et essentiellement au niveau de l'intestin et du côlon, et aussi au niveau de la muqueuse vaginale chez les femmes. Pour avoir un ordre de grandeur, alors déjà au niveau de ces surfaces dont je viens de parler, si on étalait à plat notre peau, ça fait une surface de l'ordre de 4 mètres carrés. Si on mettait maintenant à plat la muqueuse respiratoire, on est déjà dans des surfaces plus grandes de l'ordre de 10 mètres carrés. Et ce qui peut peut-être vous surprendre, si on mettait à plat la muqueuse digestive, là c'est beaucoup plus grand comme surface, on est de l'ordre de 300 mètres carrés, l'équivalent de 2 terrains de tennis, un petit peu moins de 2 terrains de tennis. Cette surface énorme en fait est liée notamment à tous les repliements qu'on a au niveau du tube digestif. Et là on comprend assez facilement en fait que le tube digestif va être un lieu privilégié d'interaction entre le microbiote et notre organisme. Maintenant, pour avoir des ordres de grandeur, en fait, quelques chiffres sur le microbiote. Alors, selon les estimations scientifiques, on héberge en moyenne autant, voire même 10 fois plus de microbes que nos propres cellules. Si on se concentre maintenant sur le microbiote intestinal, il pèse à lui seul l'équivalent de 1,5 à 2 kg. Donc sur votre poids global, il y a 2 kilos qui sont liés à ce microbiote intestinal. Ça représente de l'ordre de 10 000 milliards de micro-organismes. Et globalement, sur toute l'espèce humaine, ça fait 1 millier d'espèces, mais pour un individu donné, 150 à 200 espèces différentes dans notre microbiote intestinal. Maintenant, comment est-ce que les chercheurs analysent en fait ce microbiote? Et là, il y a eu une évolution en recherche. Jusque dans les années 90, en fait, les chercheurs qui souhaitaient analyser des microbes le faisaient en les cultivant en laboratoire. Et là, classiquement, en fait, on va utiliser des supports solides, ce qu'on appelle des boîtes de pétri que vous voyez à l'écran. Donc, ces milieux nutritifs solides qui permettent de cultiver des bactéries, ou alors des milieux nutritifs liquides, comme vous le voyez sur la flasque qui est affichée à l'écran. Malheureusement, dans le cas de microbiote intestinal, en fait, la majorité des bactéries qui colonisent notre tube digestif ne supportent pas d'être en contact avec l'oxygène. Ce qui veut dire, en fait, que dès qu'elles étaient en contact avec cet oxygène, elles mouraient. Une autre chose, en fait, au cours de l'évolution, en fait, ces microbes ont appris à coévoluer, en fait, à dépendre de nos propres cellules et d'autres microbes avec lesquels ils cohabitent. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, avec ces techniques-là de culture en laboratoire, on est capable seulement de cultiver 20 à 30% des microbes qui colonisent notre tube digestif. Et donc, on ne pouvait étudier que la partie vraiment émergée de l'iceberg en utilisant ces techniques-là. Heureusement, à partir du milieu des années 2000, fin des années 2000, il y a eu en recherche vraiment une explosion avec le développement de nouvelles technologies qui permettent d'analyser cette fois-ci l'ADN, le patrimoine génétique d'organismes vivants. C'est une technique qui s'appelle le séquençage, en fait, le séquençage haut débit, et qui permet donc d'analyser la carte génétique d'un organisme vivant. Et on peut même maintenant le faire. Donc on utilise des techniques, en fait, cette petite puce ADN que vous voyez à l'écran, ici, qui permet d'analyser ce qu'on appelle le génome d'un individu, voire même le génome d'une multitude d'individus présents dans un même échantillon, donc ce qui est le cas du microbiote. Et donc ce qui permet maintenant d'analyser, d'identifier, d'obtenir la carte génétique et sans avoir à passer, en fait, par la culture de ces organismes. Donc c'est ce qu'on appelle la génomique, voire même la métagénomique, qui a permis vraiment de révolutionner l'analyse de ce microbiote. Alors on a leur carte d'identité, reste maintenant à comprendre la fonction et le rôle de ces organismes. Et là encore, en fait, il y a eu le développement d'autres techniques, ce qu'on appelle les techniques omics, en fait, qui permettent d'analyser des systèmes complexes, donc soit analyser l'ADN d'organismes, d'un mélange d'organismes vivants, donc avec la métagénomique, mais il y a aussi la protéomique, la métabolomique, etc. Toute une déclinaison de techniques qui permettent d'analyser des échantillons complexes, comme c'est le cas dans le cas du microbiote intestinal. Avec le développement de toutes ces techniques, en fait, ça a permis de faire que ce champ, en fait, du microbiote est devenu vraiment un champ majeur, en fait, dans le domaine de la recherche. Et ça, on le voit avec la diapositive qui est projetée actuellement à l'écran.
PubMed, en fait, c'est la base de données de référence qui est utilisée par les scientifiques dans le domaine de la santé et de la biologie et qui référence tous les articles scientifiques qui sont faits à travers le monde. En tapant comme mot-clé microbiota, qui est le terme anglais pour microbiote, vous voyez en fait le nombre de publications au fil du temps et vous voyez là une croissance exponentielle. Sur l'année 2009, il y avait un petit peu plus de 700 publications scientifiques qui avaient été faites dans le domaine et en 2021, on en est à plus de 20 000 publications. Donc vous voyez à quel point maintenant c'est vraiment un centre d'intérêt majeur dans le domaine de la recherche. Alors, toutes ces découvertes-là, en fait, qu'est-ce qu'on a compris, en fait, au fur et à mesure? Alors, plusieurs choses déjà. En termes d'évolution du microbiote, en fait, maintenant, on a identifié 3 étapes vraiment clés dans la vie, en fait, d'un individu. Une première étape, typiquement de 0 à 3 ans, où il va y avoir progressivement, en fait, une colonisation, une mise en place de ce microbiote intestinal chez l'individu, parce qu'il faut bien se rendre compte que le bébé, en fait, passe d'un environnement totalement stérile, dans le ventre de sa mère, à un contact avec des milliers, voire des milliards de bactéries. Et donc, son tube digestif et ses différentes muqueuses vont être colonisées progressivement par les microbes. Et on voit donc ceci jusqu'à l'âge de 3 ans, où en fait son microbiote est assez proche en fait, du microbiote qu'il aura à l'âge adulte. Deuxième étape, en fait, c'est l'âge adulte où il y a une certaine stabilité du microbiote chez ces individus, avec des fluctuations qui peuvent se produire, mais globalement une résilience avec un microbiote assez stable. Une troisième étape au cours de la vie, à partir de 65 ans et puis à des âges plus avancés, où on va observer une baisse de diversité, un appauvrissement du microbiote chez ces individus. Là encore, en fait, les chercheurs ont appris à identifier les facteurs qui influencent en fait ce microbiote. Et on peut citer pour la première étape de 0-3 ans, en fait, le type d'alimentation qui va être donné à l'enfant, la prise de médicaments, notamment d'antibiotiques, qui peuvent intervenir dans la mise en place du microbiote, et puis aussi même les modes d'accouchement, que ce soit par voie basse ou césarienne, qui peuvent avoir un impact sur le microbiote de l'enfant. Ensuite, à l'âge adulte et puis à un âge plus avancé, bien sûr, il y a encore l'alimentation qui joue un rôle important, les médicaments et notamment les antibiotiques, mais d'autres facteurs qui ont été identifiés, le mode de vie de l'individu, la consommation d'alcool, la consommation de tabac, le stress qui peut impacter le microbiote, certaines maladies infectieuses ou d'autres maladies, les comorbidités qui peuvent avoir un impact sur le microbiote de ces individus. Concernant la composition du microbiote intestinal, là aussi, de façon assez schématique, on a 3 grands types de microbes, de micro-organismes, des espèces qu'on va qualifier de dominantes, qui sont donc, comme leur nom l'indique, les espèces les plus nombreuses, une 60aine d'espèces différentes. Ensuite, vous allez avoir des espèces plus rares, donc en plus faible quantité. Parmi ces espèces, vous pouvez retrouver des microbes qui, normalement, pourraient être dangereux, qu'on va qualifier de pathogènes, mais comme ils sont en nombre limité, en fait, ils sont canalisés et ils ne sont pas dangereux pour la santé de l'individu. Vous allez avoir aussi des espèces qui sont transitoires. Typiquement, les bactéries que vous mangez dans un yaourt vont coloniser le tube digestif, mais de façon transitoire. Généralement, on dit qu'un tiers du microbiote d'un individu est commun entre tous les êtres humains, et les 2 tiers restants sont spécifiques à chacun d'entre nous. Ce qui veut dire en fait que le microbiote de chaque individu, lui, est unique, un petit peu comme nos empreintes digitales que nous avons et qui sont spécifiques de chaque individu. Ensuite, concernant les fonctions du microbiote intestinal, là aussi en recherche a beaucoup avancé. Alors il y a un premier rôle, un rôle de barrière physique qui est en lien avec ce que je viens de dire. L'idée c'est d'avoir en fait un tapis de micro-organismes qui empêche en fait à des mauvaises bactéries, des mauvais microbes de venir et d'être dangereux pour la santé. Donc une compétition physique. Un rôle aussi essentiel au niveau du métabolisme, c'est-à-dire que tous ces microbes que nous avons dans le tube digestif sont essentiels en fait pour nous aider à digérer des aliments que nous ne serions pas capables de digérer nous-mêmes, notamment tout ce qui est fibres et qu'on ne peut digérer que grâce à ces microbes. Ils interviennent aussi pour synthétiser, fabriquer certaines vitamines comme la vitamine B12 que notre organisme ne serait pas capable de fabriquer à lui seul.
Et enfin, il y a 2 autres rôles qui ont été identifiés. Un rôle physiologique, et là on s'est rendu compte à l'aide de modèles, en fait des modèles que nous avons en recherche, où un organisme dépourvu de microbiote a un tube digestif qui n'est pas mature, qui n'est pas opérationnel. Donc un rôle en fait de ce microbiote pour aboutir à un tube digestif opérationnel, et un rôle aussi extrêmement important en fait pour éduquer, pour contribuer à une bonne maturation, une bonne efficacité de notre système immunitaire, parce qu'au niveau du tube digestif, c'est un lieu vraiment privilégié, un organe essentiel en fait pour notre système immunitaire, pour nous défendre. Jusqu'à présent, je vous ai présenté des exemples en fait et puis les caractéristiques d'un microbiote que je vais qualifier de sain chez un individu dans un corps sain. On se rend compte en fait progressivement qu'il y a différents paramètres qui peuvent intervenir et conduire à ce déséquilibre au niveau du microbiote. On passe initialement d'un microbiote sain dans un corps sain, ce qu'on va qualifier de symbiose microbiote être humain, à un déséquilibre qu'on va qualifier de dysbiose entre le microbiote et l'individu. Ces dysbioses, elles peuvent être dues soit à une perte de diversité de ce microbiote, ou alors à une augmentation de microbes, de mauvais microbes pathogènes, par rapport aux bons microbes. Et là aussi, en recherche, on identifie de plus en plus, en fait, on a des données de plus en plus importantes, en fait, et qui tentent à mettre un lien entre des maladies chroniques et le microbiote et la perturbation de ce microbiote. C'est le cas notamment de maladies liées à une perturbation du métabolisme, comme l'obésité, le diabète de type 2, des maladies comme le syndrome de l'intestin irritable, mais d'autres maladies, notamment les maladies auto-immunes et inflammatoires, et notamment les rhumatismes inflammatoires chroniques. Là, il s'agit d'une liste qui est loin d'être exhaustive, mais ce champ-là est en pleine exploration dans la recherche, que ce soit académique ou tous les types de recherche. Si on se concentre sur les rhumatismes inflammatoires chroniques, je vais prendre l'exemple de la polyarthrite rhumatoïde. Là encore, en fait, il y a de plus en plus de recherches en fait, qui sont faites et qui visent à étudier le lien entre le microbiote, que ce soit le microbiote buccal, mais aussi le microbiote intestinal, des perturbations de ce microbiote et la polyarthrite rhumatoïde. Alors, on essaye d'élucider les mécanismes, mais pour l'instant, il n'y a pas encore d'application thérapeutique. Mais un des champs, en fait, qui est vraiment exploré, c'est ce qu'on appelle l'axe entre l'intestin et les articulations dans le champ de la polyarthrite rhumatoïde. Et une des hypothèses qui est actuellement envisagée par les chercheurs, c'est que la maladie, en fait, à un stade vraiment très précoce, elle ne débuterait pas au niveau des articulations, mais plutôt au niveau du tube digestif, parce qu'on observe chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et aussi chez des personnes qui sont à un stade préclinique de la maladie, une dysbiose avec une baisse de diversité du microbiote et une augmentation de bactéries pathogènes par rapport aux bonnes bactéries. Donc chez ces individus-là, pour lesquels on observe une dysbiose, en présence d'un terrain génétique particulier et avec d'autres facteurs environnementaux, en fait, une des hypothèses, c'est qu'il y aurait éventuellement un lien, même si les mécanismes ne sont pas encore bien connus, un lien avec le système immunitaire présent au niveau du tube digestif, des interactions qui pourraient se produire et contribuer à une activation du système immunitaire, mais plus sur son volet inflammatoire, qui aboutirait à une inflammation au niveau du tube digestif qui, dans un deuxième temps, en fait, pourrait s'élargir d'un point de vue systémique et arriver et impacter les articulations. Mais là encore, les mécanismes sont en cours d'élucidation et on en est encore dans une phase vraiment de recherche. Mais l'intérêt, en fait, d'étudier le microbiote, son lien, sa perturbation dans le cas des maladies chroniques et notamment dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, mais ça permettrait d'avoir énormément d'applications dans le champ de la recherche et dans le champ de la clinique, notamment apporter une aide au diagnostic de ces maladies, voire même être des facteurs de prédiction d'une maladie qui pourrait se développer de façon plus tardive. Donc avoir des outils pour diagnostiquer et prévoir le plus tôt possible l'apparition de ces maladies.
mais aussi en termes de thérapeutique. Et là, si on arrive à caractériser très finement les dérégulations au niveau de ce tube digestif, plusieurs pistes thérapeutiques pourraient être envisagées. Soit apporter les bons aliments, les bons nutriments pour favoriser le développement des bonnes bactéries et au contraire empêcher, limiter la prolifération des mauvaises bactéries. Ça, c'est tout le champ en fait, de ce qu'on appelle les prébiotiques. Ou alors apporter directement les bonnes bactéries, non pas les aliments, mais les bonnes bactéries. Ça, c'est ce qu'on appelle les probiotiques. Et une troisième approche consisterait non pas à apporter un ou deux types de bactéries, mais carrément remplacer en fait le microbiote intestinal de l'individu. Ça, c'est l'approche en fait par transplantation fécale. Voici donc les notions assez générales que je voulais aborder sur le microbiote. Et je laisse maintenant la parole au professeur Ulrich Menzer. Bonjour, je m'appelle Ulrich Menzer, je suis médecin-chercheur. Je travaille comme rhumatologue pédiatre à l'hôpital Robert-Debré et je mène ma recherche au Centre de recherche sur l'inflammation et à l'Institut Pasteur. Donc, je vais vous parler du rôle du microbiote pour l'arthrite juvénile idiopathique. Qu'est-ce qu'une arthrite? Donc, une arthrite, c'est une jonction entre deux os, avec autour une petite capsule, et à l'intérieur de la capsule, il y a une membrane qu'on appelle la membrane synoviale. Donc normalement tout ça c'est assez fin. Et quand il y a une arthrite, donc une inflammation articulaire, cette membrane synoviale va enfler, il y aura une sécrétion de liquide, il y a un recrutement de cellules inflammatoires, et si jamais on ne traite pas, il y aura une destruction au niveau osseux, mais également au niveau du cartilage et un pincement articulaire. Donc, selon le nombre d'articulations atteintes, on parle d'une atteinte oligo-articulaire quand il y a moins que 5 articulations et polyarticulaire quand il y a plus que 5 articulations malades. Alors, l'arthrite juvénile idiopathique, donc ce terme, c'est un terme parapluie qui désigne en gros toutes les arthrites qui durent plus que 6 semaines et qui vont arriver avant l'âge de 16 ans sans qu'il y ait d'autres origines identifiées. Il s'agit d'une maladie rare, mais finalement pas si rare que ça, puisque la prévalence est à peu près 16 à 160 par 100 000 habitants. Donc je vous ai mis une figure ici qui montre les différentes formes d'arthrite juvénile idiopathique. Et ce qu'on remarque, c'est contrairement aux adultes où la polyarthrite rhumatoïde et la spondylarthrite vont être vraiment la majorité des arthrites. En pédiatrie, c'est un peu différent, puisqu'en pédiatrie, il y a des formes vraiment spécifiques à l'âge jeune de l'enfant, qui sont souvent des arthrites oligo-articulaires. Donc ça se présente comme ça, donc des jeunes filles, avant l'âge de 6 ans, qui à un moment se réveillent parce qu'ils sont mal aux articulations, donc un peu de difficulté à jouer, un peu de difficulté à marcher, peut-être un enflement au niveau de l'articulation. Et quand les patients arrivent chez moi en consultation, accompagnés par leurs parents, souvent les parents me demandent « Mais pourquoi mon enfant a-t-il développé l'arthrite ?» En fait, c'est une question très simple, mais finalement, la question n'est pas si simple que ça, puisque les causes de l'arthrite juvénile idiopathique restent inconnues. Alors, à un moment, la maladie va se déclarer, il y aura une activité articulaire, et puis l'évolution va être marquée par des poussées. Donc, on peut traiter la maladie en ciblant les cellules immunitaires, donc on va calmer l'immunité, et plus tard, il peut y avoir une deuxième poussée, tout d'un coup. Alors, quel est le facteur déclenchant de la maladie? Bon, actuellement, on ne le sait pas. Et par contre, c'est assez important, puisque si jamais on connaissait ce déclencheur, on pourrait imaginer de faire des nouveaux traitements pour prévenir des poussées. Et finalement, donc, moi, j'ai placé mon projet de recherche pour répondre à la question des parents, mais pourquoi mon enfant a l'arthrite juvénile idiopathique? Donc, vous vous doutez bien qu'il y a un lien probable avec le microbiote, puisque nous sommes ici dans un séminaire sur le microbiote. Et quand on regarde donc la répartition
par âge des enfants qui vont développer une arthrite juvénile idiopathique, mais on voit que la majorité des enfants vont développer leur arthrite à jeune âge, donc avant l'âge de 6 ans, et ça correspond à peu près au moment où le développement de microbiote se fait assez rapidement avec des changements qualitatifs et quantitatifs très importants. De même, il y a des facteurs environnementaux connus pour l'arthrite juvénile idiopathique qui influencent le microbiote. Par exemple, on sait qu'un allaitement à jeune âge va diminuer le risque pour le développement de l'AGI. Et deuxièmement, au contraire, donc les antibiotiques donnés pendant la petite enfance et donnés à répétition vont augmenter le risque de développement d'AGI. Alors que savons-nous du lien entre l'intestin et l'articulation? Donc actuellement, quand on fait des études et on compare des malades avec des enfants qui ne sont pas de maladie, mais on remarque qu'il y a une dysbiose. Donc cette dysbiose, par contre, elle est différente d'une population à l'autre, ce qui veut dire aussi qu'il n'y a pas une seule bactérie ou un groupement de bactéries qui sont vraiment directement déclencheurs de l'arthrite, mais que c'est un processus un peu plus complexe. On sait également, donc ça c'est des études assez récentes, que la barrière intestinale, donc qui sépare le microbiote de notre organisme et qui n'est pas imperméable puisqu'elle doit laisser passer aussi des aliments pour notre alimentation, elle est un peu plus perturbée dans les arthrites. Donc quand on a une arthrite, et surtout dans la première phase de l'arthrite, il y aura une perturbation de la barrière intestinale. De l'autre côté, nous avons maintenant assez bien décrit l'inflammation qui est dans le sang et l'inflammation au niveau de l'articulation. Par contre, le lien entre les deux, par quel mécanisme la dysbiose et les anomalies de la barrière intestinale sont capables d'induire l'arthrite, ça, pour l'instant, c'est mal compris. Alors nous formulons l'hypothèse que la dysbiose, la perméabilité intestinale peuvent permettre la translocation de petits morceaux de bactéries dans notre organisme où on sait bien que quand ils sont en contact avec des cellules immunitaires, ils vont induire une inflammation et on peut aussi imaginer que ces morceaux de bactéries vont directement dans l'articulation. Dans un modèle murin, si on prend ces morceaux de bactéries et on les injecte directement dans l'articulation, on sait qu'ils vont induire une inflammation. Alors nous sommes spécialement intéressés par les peptidoglycanes, qui est donc un fragment de la paroi bactérienne. Et donc vous voyez sur cette diapo donc une bactérie. Et si on fait un zoom sur la paroi, vous allez trouver d'un coup un alignement de sucres qui sont interconnectés avec des peptides. Et après, il y aura des différentes fractions, des différents morceaux possibles de cette peptidoglycane. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre le peptidoglycane et l'arthrite? Donc, dans un modèle animal, donc quand il y a des souris qui font une arthrite et d'autres qui ne font pas d'arthrite, on sait que l'arthrite est plus importante et qu'il y a plus de peptidoglycane associés avec l'arthrite. Et de même, dans la polyarthrite rhumatoïde, il y a chez les patients, dans le sang, plus de morceaux de peptidoglycane, donc le morbildipeptide. Donc, dans notre organisme, donc, il y a en permanence une interaction entre le microbiote et notre corps. Et en gros, à la fois, le microbiote lui-même est capable de fractionner le peptidoglycane et notre corps aussi. Donc, ça se fait par exemple dans le tube digestif. Donc là, il y a un fractionnement, un enveloppement et puis un relargage de ces morceaux de peptidoglycane dans notre organisme. Donc ça, c'est fait à la fois par le microbiote, à la fois par des cellules épithéliales et par des enzymes. Et dans le sang aussi, il y a des phénomènes de hydrolyse, donc pareil, où les peptidoglycanes est coupé en morceaux. Donc ça veut dire que dans notre organisme, nous allons trouver des différents morceaux de peptidoglycanes dans notre corps. Et actuellement, on ne sait pas très bien si ce processus va contribuer s'il est changé pendant l'arthrite et s'il va contribuer au développement de l'arthrite. Donc c'est là où on a placé notre projet de recherche. Après, la difficulté, c'était l'analyse du
peptidoglycanes, parce que ce n'était pas seulement une bactérie, mais l'ensemble des bactéries donc, qui sont dans le microbiote, et qui sont dans notre tube digestif. Et donc, avec l'Institut Pasteur, nous avons développé donc, une nouvelle façon d'analyser le microbiote. Nous prenons des bactéries et nous les coupons en gros en tout petits morceaux. Et ça nous permet d'un coup d'avoir un peu toutes les différentes fractions possibles de peptidoglycanes qu'on peut donc analyser au niveau des selles ou au niveau de notre organisme. Donc notre étude a comme objectif de caractériser le peptidoglycome dans le contexte de l'arthrite juvénile idiopathique. Nous cherchons à comprendre la composition des molécules de peptidoglycanes générées dans l'intestin, leur dissémination et comment leur présence dans l'organisme peut favoriser ou supprimer l'arthrite chronique des enfants. Alors pour mener cette étude, donc on avait besoin de vraiment un savoir-faire assez vaste. Nous avons réuni un consortium qui est donc composé de médecins et de chercheurs qui travaillent à l'Institut Pasteur et au Centre de recherche sur l'inflammation. Et cette complémentarité donc, permet de mener cette étude. Et la réalisation de cette étude était rendue possible grâce au soutien de la Fondation Arthritis. Vraiment un très très grand merci à la Fondation. Alors, on espère que ce projet pourrait ouvrir la voie à des nouvelles façons de traitement des arthrites juvéniles idiopathiques. Et j'espère que dans un avenir proche, je vais pouvoir répondre à la question des parents pourquoi leurs enfants ont développer une arthrite. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez, vous pouvez poser des questions donc, via le site internet et on va répondre à vos questions. Alors, une première question, est-ce qu'on a des conseils à donner, alors globalement pour tous les individus et j'imagine pour les enfants concernés par l'arthrite juvénile, pour avoir un bon microbiote? Alors, je peux peut-être commencer par mon point de vue. On a vu que la diversité du microbiote, c'est vraiment un élément qui est fondamental et que l'alimentation joue un rôle dans cette diversité. Et du coup, un conseil qui semble être du bon sens, mais avoir une alimentation variée et riche notamment en fibres, qui sont les nutriments privilégiés en fait pour les bonnes bactéries, en fruits, légumes, fibres, légumineuses, ce n'est que bénéfique pour le microbiote intestinal. Je ne sais pas votre point de vue. Bon, je confirme complètement, donc c'est exactement ça. Donc il n'y a actuellement pas de régime particulier, c'est vraiment un bon sens. Il faut faire un régime équilibré, riche en fibres. Et comme pédiatre, je peux dire aussi qu'il faut faire attention quand on fait des régimes, puisque des régimes peuvent aussi faire des malnutritions, ce qu'on voit aussi ici. Donc vraiment, un régime équilibré, riche en fibres, c'est parfait. Alors une autre question, comment peut-on imaginer d'intervenir sur le microbiote pour traiter l'arthrite juvénile des enfants? Et puis peut-être à quelle échéance en fait vous imaginez par rapport à vos recherches? Donc ça c'est une bonne question. Donc on peut imaginer des différentes façons. Donc actuellement nous menons une étude clinique qui teste en gros la possibilité de donner des bactéries, des probiotiques, donc des bonnes bactéries pour influencer le microbiote et nous regardons l'effet sur l'arthrite. Donc ça, ce n'est pas seulement ce traitement-là, donc c'est vraiment, je vois ça plutôt comme traitement supplémentaire au traitement qui existe déjà. Donc actuellement, les résultats de cette étude ne sont pas encore disponibles, mais dans l'analyse du peptidoglycome, nous allons pouvoir profiter des selles et des prises de sang qui ont été faites dans le cadre de cette étude-là. Donc ça peut être à la fois ça, à la fois on peut imaginer que la façon de traiter quelque part l'entrée de ces peptidoglycanes dans le système, donc en ciblant la perméabilité intestinale, peut être un autre mécanisme. Et dernièrement, donc c'est vraiment la façon comme de métaboliser quelque part le peptidoglycane et de fractionner. S'il y a un moyen d'agir là-dessus,
Donc on peut imaginer aussi que ça peut être un traitement dans le futur. Après, combien de temps ça va durer? Donc ça, c'est pas encore clair. Donc il y a, vous savez, en recherche clinique, donc c'est un principe toujours, on ne va pas prendre de risques pour les malades. Donc il faut faire donc déjà pas mal de choses un peu administratives. Et après, ces études, ils vont durer un certain temps. Donc je pense que c'est seulement dans quelques années, on va voir les résultats de ces études-là. Donc l'étude que moi je mène, elle va terminer à la fin de cette année-là. Et je pense que là, la prochaine année, on va voir les premiers résultats. Et après, il faut quand même faire le lien entre ce qu'on va, si on va avoir un effet, et après l'explication pour avancer dans la recherche sur ces maladies. Décrypter en détail les mécanismes. Je vous remercie. Merci à tous du coup d'avoir suivi ce webinaire. Nous espérons avoir répondu au moins à certaines de vos questions. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube de la Fondation Arthritis à partir de la semaine prochaine. Et pour vous tenir informé des avancées de la recherche, nous vous invitons à vous rendre sur le site de la Fondation www.fondation-arthritis.org. On vous remercie beaucoup et puis à bientôt. Au revoir.